L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et merci aux députés qui se sont réunis ici pour étudier le budget supplémentaire d'EDFA. Je tiens à dire que nous sommes réunis sur le territoire d'Anse des Algonquins et les remercier. Ce sera la dernière fois pendant un certain temps que j'aurai l'occasion de m'accuser à mes amis. J'ose croire que nous sommes tous amis. Les pays dans le monde qui ont les approches les moins partisanes à la COVID sont ceux qui s'en tirent le mieux. En fait, on signale souvent dans les médias que les pays dirigés par les femmes s'en tirent particulièrement bien. L'Islande, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et Taïwan. En plus du fait que ces pays sont dirigés par des femmes, il y a autre chose d'important, c'est que leur système est non partisan. Lorsqu'on n'a pas un système uninominal à un tour, tous ces gouvernements ont un système de proportionnel. Et après des années en politique, je pense que notre système encourage les pires instants politiques et le pire instant maintenant, au moment où les Canadiens se tournent vers nous en tant que représentants élus et s'attendent à ce qu'on travaille pour nous. Je pense que ce serait le mauvais ton de ne pas remercier les gens qui sont en face de moi. C'est pourquoi je suis venue de ce côté. Je vous remercie. J'imagine qu'aucun d'entre vous n'a pris un congé depuis longtemps. Si vous pensez qu'on ne travaille pas, nous travaillons. Je sais que le député d'Edmonton travaille. Peu importe où nous sommes, nous travaillons. Depuis le 13 mars, depuis l'ajournement, et je ne demande pas votre pitié, mais le seul congé que j'ai pris, c'est le jour de la fête des morts. Donc, j'espère que nous serons tous de retour le 8 juillet. Et que vous, vos fonctionnaires, vos familles ont ressenti cela. Si vous êtes membre du Conseil des ministres, vous travaillez très fort pour essayer d'aider tous les Canadiens et ce n'était pas parfait et il faut vous demander de rendre des comptes. Mais je ne peux pas dire que les gens en face de moi n'ont pas travaillé, n'ont pas mis tout leur cœur pour aider les Canadiens. Pour cela, je vous remercie. Ça n'a été facile pour personne. Et je sais que lorsque nous serons moins partisans, nous ferons un meilleur travail. Et comme de nombreux députés de l'opposition, j'aimerais parler du concept qui perd de popularité. Le Parlement est censé contrôler les cordons de la bourse publique. Il ne fait aucun doute que le directeur parlementaire du budget a raison. 4 heures, ce n'est pas assez pour étudier ce budget supplémentaire de dépenses. Et l'autre jour, je me demandais quand est-ce que je me suis sentie comme ça la dernière fois. Eh bien, lorsque j'ai été élue, mon premier discours de sonde, c'était le 3 juin 2011. Pourquoi est-ce que je m'en souviens? Eh bien, parce que quelques semaines plus tard, on disait dans les médias comment est-ce que le gouvernement a pu approuver sans les examiner ces budgets des dépenses supplémentaires. Et je me suis dit, je suis très vigilante, je suis toujours là. Comment est-ce qu'un vote unanime a pu m'échapper? Eh bien, nous étions à l'édifice du centre, comme vous rappelez, et je n'avais pas encore fait remplacer ma hanche. Alors, le temps que je me rende du Sénat jusqu'au hall d'honneur à la Chambre des communes, 6 milliards de dollars de dépenses étaient réputés avoir étudié et adopté, et c'était fait par consentement unanime. Si j'avais été là plus rapidement, j'aurais dit, wow, un instant, on ne va pas approuver 6 milliards de dollars sans les examiner. Donc, voilà. Le fait que ça s'est produit, alors ça ne veut pas dire que 4 heures aujourd'hui, c'est suffisant. Mais à cette époque, il n'y avait pas de pandémie. Donc, on a plus d'excuses pour ces changements de procédure. Mais je vais exiger des comptes de ce gouvernement. Je vais m'assurer qu'à la reprise, on va regarder le budget des dépenses principales. On aura plus de temps. Et j'espère qu'on aura vraiment le temps de les étudier. En période de pandémie,
Ce n'est pas une excuse pour que le Parlement ne siège pas. Je n'ai pas participé aux discussions entre les chefs de parti, bien sûr. Mais honnêtement, nous faisions la plupart de ce qui se fait à la Chambre des communes dans le comité de la COVID. Si on avait su que ça s'en venait, on aurait dû avoir deux règlements, un pour les périodes normales et un autre règlement pour les fois où nous ne pouvons pas nous rencontrer. Je comprends ce que disait le chef de l'opposition officielle qui disait que le Parlement s'est réuni pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr, les députés n'étaient pas contagieux. On ne veut pas risquer de contaminer nos collègues et nos collectivités. Mais ce n'est pas suffisant. Et j'espère que la Chambre pourra se réunir au complet à distance. La seule chose qui manque, c'est les vols à distance. Et on pourrait facilement régler ce problème. Lorsqu'on aura ajouté cela, on pourra étudier les projets de loi. On pourra étudier tous les aspects de tous les budgets au comité des finances qui se réunit régulièrement. J'ai participé à toutes les réunions, ils entendent des dizaines de témoins. On a la technologie et j'espère qu'on le fera parce qu'il faut voir la démocratie en action et pour ça, il faut que chaque Canadien soit représenté par son propre député, pas par procuration, pas par les whips des partis. Chacun doit être mobilisé et c'est ça qui arrive avec le modèle hybride. On a vu que la technologie fonctionne. Le seul problème, c'est qu'on n'applique pas les règles du Parlement, on applique les règles d'un comité. On peut poser des questions au gouvernement et je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame la Présidente, mais je pense que les tours de 5 minutes sont beaucoup plus intéressants et il faut ressortir de l'information beaucoup plus intéressante au lieu des 30 minutes habituelles pendant la période des questions. Maintenant, j'aimerais passer à mes questions sur le budget des dépenses supplémentaires et je pense que ma première question s'adresserait au ministre de la Sécurité publique. Je ne sais pas qui va répondre à la question. Le ministre des Transports, très bien. Alors, si vous permettez, j'aimerais passer à mes questions maintenant. Donc, à la page 2-59, honorable ministre, je me demande si on peut obtenir des détails. Le Parti vert est en faveur des 380 millions de dollars pour indemniser les membres de la GRC pour blessures subies pendant qu'ils sont en service, mais il y a d'autres sommes. Donc, le budget total est de 3,7 milliards de dollars, donc 18 millions, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas expliqué. Donc, est-ce que l'honorable ministre peut nous assurer que ces 18 millions de dollars ne serviront pas, étant donné nos graves préoccupations concernant la discrimination dans la GRC, donc que cet argent ne servira pas à empêcher les manifestations pacifiques. J'espère que ce sera pour donner une formation dans la désescalade. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rassurer ma collègue que ça ne servirait pas à ce qu'elle disait. C'est 18,1 millions de dollars viseront à renforcer les opérations de la GRC. C'est ce qui est décrit, mais ces 18,1 millions serviront à veiller à ce qu'il y ait suffisamment de cadets de la GRC qui iront au centre de formation. Ça servira au recrutement, à la sensibilisation culturelle et à la désescalade. Donc, c'est important
pour respecter les priorités du gouvernement. L'honorable député de Saanich Gulf Island. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse maintenant à la ministre responsable des services numériques parce que nous attendons depuis longtemps une réponse du gouvernement. En fait, depuis plus d'un an, le jour que le rapport de la Commission sur les femmes autochtones perdues et tuées, j'étais assise à côté de la ministre. Elle n'était pas ministre à ce moment-là, mais on a attendu longtemps la réponse et je vois 3 postes de dépenses dans 3 portefeuilles pour répondre aux rapport final de cette commission, de l'argent pour la SCHL, un autre du ministère des Affaires entre la Couronne et les Autochtones et un autre pour les services autochtones. Donc, comme on n'a pas encore eu de réponse politique, quelle est la réponse financière? Je dois avouer que j'ai un petit peu de difficulté à voir la députée sur les bancs d'en face. J'aime mieux la voir de ce côté-là. La députée a probablement remarqué que le plan d'action national est un document en perpétuelle évolution. On prévoit 6 millions de dollars pour continuer de mobiliser les familles des victimes. La députée a dû remarquer aussi la semaine dernière que nous avons annoncé 40 millions de dollars pour des foyers d'accueil partout au Canada. Ce n'est donc pas un document prédéterminé à l'avance. C'est un document qui évolue au fil des besoins des communautés autochtones afin de déterminer une voie d'avenir viable. Ce financement est un aspect. Il y a aussi une intervention législative par l'entremise de C91, C92 sur les services d'aide à la famille et à l'enfance. Il s'agit d'éléments d'une approche pan-gouvernementale. Il s'agit avant tout d'assurer la sécurité des gens les plus vulnérables au sein des collectivités autochtones, à savoir les femmes et les enfants. Une fois encore, ce document n'est pas prédéterminé, c'est un document qui évolue. Honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Une fois de plus, peut-être que je manque de détails, mais je pense que les centres d'amitié autochtones sont extrêmement importants pour les autochtones vivant en milieu urbain. Je me demandais s'il y avait quoi que ce soit d'autre de plus dans le budget supplémentaire des dépenses pour les centres d'amitié autochtones. C'est une question fort importante. Dans le budget 2019, on a prévu investir 10 millions de dollars dans les infrastructures et l'aide aux centres d'amitié autochtones. C'est sans précédent. Nous sommes bien au fait des pressions auxquelles les groupes autochtones sont confrontés. Les centres d'amitié autochtones desservent les autochtones vivant en milieu urbain. Ces organisations connaissent des pressions financière considérable. Nous avons déployé 15 millions de dollars pour les organisations de services autochtones venant en aide aux autochtones vivant en milieu urbain. Nous avons aussi affecté 75 millions de dollars supplémentaires pour répondre à l'augmentation de la demande de services. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci. J'aimerais maintenant parler du tourisme. Pour ce qui est du portefeuille du développement économique, j'ai vu certains montants. Je me demandais s'il y avait un chiffre représentatif parce que franchement, les entreprises qui m'inquiètent particulièrement, qui sont toujours laissées pour compte, sont dans le secteur du tourisme. Je me demandais si le ministre plutôt, pouvait nous aider à faire le jour sur ces chiffres. Honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. En effet, l'aide au secteur touristique relève de différents portefeuilles de développement économique. Nous avons déjà annoncé 70 millions de dollars, dont 30 millions de dollars pour Destination Canada, pour les organisations de marketing de l'image du Canada comme destination touristique. Nous venons aussi en aide directement aux entreprises du secteur touristique. Si elles souhaitent avoir des renseignements plus détaillés à ce sujet, je l'inviterai à communiquer avec moi pour que je puisse la lui transmettre. Il reste 30 secondes.
Le ministre des Transports s'est fait demander ce qu'il en était du financement pour Via Rail. Des détails ont-ils fait surface dans des notes d'information? Parce que moi, j'appuie énormément Via Rail et je me demande comment sont affectés les fonds. Une réponse très brève. La réponse que j'ai donnée auparavant est la réponse la plus à jour que j'aurai à fournir à ma collègue.